Concernant les carnets, encore Gulliver. Peut-être une dernière fois, Gulliver, de toute façon, ça se trouve, méfiez-vous juste, la traduction historique d'un contemporain de Swift, l'abbé Desfontaines. Il résume et il saute les passages. Pourtant, c'est une belle langue, la langue du 18e. Mais si tu fais du pitch pour chaque chapitre, au lieu tu t'en mets 2 lignes là où il y en a 10, et puis surtout que là, on va regarder des choses que Monsieur l'abbé n'aurait pas supporté raconter. Si je vous dis Brobdingnog, je sais pas trop là comment, c'est avec l'accent Brobdingnog, c'est un petit peu comme ça, avec une prégnance là, non pas des consonnes, mais des consonnes presque, j'allais dire, diphtonguées comme on fait des voyelles. Mais enfin bon, si vous allez voir les langues du Pays de Galles, tout ça, dans tous ces parlers de la vieille UK, on a cette sorte de langue comme ça, originelle. Et c'est aussi le bruit que fait... qu'entend Gulliver, là, à ce deuxième grand voyage, à nouveau une tempête, jeté à la côte, ils sont quelques-uns à prendre une chaloupe, il est le seul survivant. Bon, de toute façon, Swift, pour écrire ça, il avait tellement de récits de navigation à sa disposition, et puis il se cache dans un champ où il faut bien que les épis de seigle ou de blé sont énormes comme des arbres, et tout d'un coup vient une énorme chaussure. Et le type va le prendre dans sa main, et il a mal, il crie, il pleure. Il va pleurer beaucoup, Gulliver, ici. Et le gars l'emmène à son maître. Et le maître, c'est un paysan. Et il le ramène chez lui, et puis là va commencer l'histoire. Il a plusieurs enfants, et un enfant de 10 ans qui va maltraiter Gulliver, et puis il y a les rats qui l'attaquent, il va tuer un rat avec son petit sabre, et puis la maman qui le donne comme jouet là, à un bébé d'1 an, jusqu'à ce que survienne la nourrice et qu'il le mette à téter, et tout d'un coup, là, la vue sur ce sein et ces montagnes de lait, c'est peut-être là où on prendra le plus conscience, là, directement par la peau de ce que change l'échelle à la perception, tout simplement, de l'autre par son corps. Et qu'est-ce qu'il va faire ce brave paysan ? D'abord, il y a les voisins qui viennent voir la petite curiosité. Donc, quand il va au marché, il l'emmène dans une petite cage et le pose sur la table de l'auberge. Et puis, 15 fois de suite, petit Gulliver devra répondre à des questions, parce qu'il commence à apprendre la langue. Il devra faire des petits tours, faire des moulinets avec son épée. Il va revenir totalement fourbu, fatigué, mais lui, le paysan, va trouver quelque chose qui, représente une vraie valeur commerciale, et il commence à faire le tour des villes, et de foire en foire, d'auberge en auberge, c'est-à-dire que Gulliver devient un petit monstre de foire. Cette première cruauté, c'est une cruauté sociale, une cruauté d'exploitation, et peut-être que là, moi, ce qui m'importerait, c'est voir comment on oublie un contexte pour ne retenir que des figures principales. Alors, la célébrité devient telle, lui est tellement aussi, il ne va pas survivre, il est conscient qu'à ce rythme-là, il est mort dans quelques jours. La cour propose aux paysans de lui racheter une somme, 4000 livres, quelque chose de très conséquent, et donc, il aurait fait une sacrée belle affaire, le fermier. Entre-temps, il y a un personnage qui arrive, Glundalclitch, c'est une petite fille de 9 ans. C'est curieux parce que justement Gulliver, il met en place l'enfant de 10 ans qui maltraite Gulliver, justement sans y penser à mal. Il introduit le bébé d'1 an qui veut s'en servir comme jouet, et puis finalement, non, c'est pas des figures qui peuvent servir 2 fois. Donc, il fait appel à cette petite fille de 9 ans, Glumdalclitch. Et Glumdalclitch va devenir la protectrice. En gros, ça va être sa petite poupée. Elle apprend à l'habiller, le déshabiller. Elle lui fabrique des petits habits de poupée. Et Gulliver, quand il est revendu à la cour, demande que Glumdalclitch reste avec lui comme étant sa gouvernante, sa personne responsable. Donc, la petite fille de paysan va
intégrer la cour, mais pas au rang et au stade où sont les filles d'honneur de la cour, c'est-à-dire tous ces personnages qui n'ont à vendre qu'eux-mêmes. Il y a le nain, comme au temps du roi François Ier, qu'on retrouve dans Rabelais. On a le fou Triboulet, et le nain, évidemment, en danger de perdre son poste, va n'avoir de cesse que de essayer de, non pas de maltraiter, mais de faire disparaître Gulliver. Et puis là, le récit, tout le chapitre 5, ça va devenir les mésaventures de Gulliver. La grêle, oui, la grêle, c'est des ballons de foot qui vous tombent sur la figure, avec une vitesse énorme. Donc il faut aller se cacher sous des feuilles de chou, et c'est votre vie qui est en danger. Ou bien les mouches. Et encore pire, les guêpes. Et les guêpes, quand elles entrent par la fenêtre laissée ouverte là, de cette espèce de boîte de 3 mètres de long, c'est-à-dire une chambre un peu comme la mienne, c'est une chambre d'écrivain, gros, une chambre d'écriture, et qui est transportable, molletonnée, avec des sangles à l'extérieur. C'est grâce à ça d'ailleurs qu'il sera sauvé plus tard, il ne le sait pas encore. Des sangles qui permettent que lorsqu'il est sur un cheval, il soit en bandoulière, là, sur le valet qui est en charge de le transporter, donc pour être un peu moins chaoté. Et s'enchaînent les histoires. Alors les histoires, on les trouve dans le chapitre 5 là, de Brongniart. L'abbé Desfontaines. Un plus dangereux accident m'arriva dans ces jardins un jour que ma petite gouvernante, croyant m'avoir mis en lieu sûr, me laissa seule, comme je la priais souvent de le faire, pour me livrer à mes pensées. Elle oublia mon refuge ordinaire, à savoir ma boîte, c'est-à-dire qu'elle s'éloigne, mais pour laisser Gulliver accomplir quelle fonction de survie ? De réfléchir sur soi-même, de méditer. M'ayant posé à terre, elle s'éloigna avec quelques dames de sa connaissance. En son absence, un petit épagnol qui appartenait à l'un des jardiniers vint par hasard près de l'endroit où j'étais, courut à moi, flairant, jappant, me prit dans sa gueule, me portant à son maître. Il me posa devant lui en remuant la queue. Heureusement, il m'avait saisi d'une dent si légère que je n'eus pas le moindre mal. Mais le jardinier qui me connaissait m'aimait beaucoup, la plus grande frayeur. Tout beau, disait-il à l'épagnol qui finit par me lâcher, puis se tournant vers moi. Comment vous trouvez-vous ? Il a peur, le jardinier. Son chien s'est emparé de la poupée de la reine. J'avais grand-peine à lui répondre tant j'avais été suffoqué par la frayeur, la rapidité de la course. Il me rapporta où l'épagnol m'avait pris. Glumdalclitch était là, désespéré, m'appelant de tous côtés. Elle gronda, le jardinier, à cause de son chien. Cependant, nous convînmes de taire cette aventure qui ne pouvait que jeter un ridicule de plus sur ma personne. Version Jacques Pons, 1964. Je connus dans le même jardin une aventure plus dangereuse le jour où ma petite gouvernante, croyant me laisser en lieu sûr, cédant aux prières instantes que je lui faisais, dans mon désir de rester seule avec mes pensées, s'en était allée dans une autre partie du jardin avec sa gouvernante et 2 ou 3 autres de ses amis. Là, par contre, il respecte beaucoup plus la hiérarchie. C'est-à-dire Glumdalclitch, qui est la gouvernante de Gulliver, on l'éduque aussi. On lui apprend la musique, on lui apprend à lire et écrire. Donc, elle a échappé à sa condition de fille de paysan, par son admission à la cour, mais elle-même est sous la dépendance d'une gouvernante, et c'est les amis de la gouvernante avec qui elle s'est éloignée, contrairement à la simplification de l'abbé. C'est-à-dire que la langue du 18e de l'abbé Desfontaines, ça fonctionne formidablement, mais ça nous élimine toute cette dureté qui, justement, rend la lecture nécessaire. Elle avait ce jour-là laissé à la maison ma boîte, qui lui semblait lourde à porter. Elle oublia mon refuge ordinaire, à savoir ma boîte. Vous voyez, la simplification. Tout tient au lourd à porter. Et c'est là où nous, on a des leçons à apprendre. Or, comme elle se trouvait bien trop loin pour entendre ma voix, encore quelque chose de très concret, savoir ma boîte, m'ayant posé à terre avec quelques dames de sa connaissance, elle absente, un petit épagnol, encore un détail
éliminé par cette traduction qui a fait la loi, en gros, pendant 200 ans. Il arriva que le chien d'un des maîtres jardiniers, pas un jardinier quelconque qui peut se permettre d'amener son chien, un petit épagnol blanc. Quelle était la couleur du petit épagnol blanc du maître jardinier? On peut rire, hein. N'empêche que l'abbé, lui, elle absente un petit épagnol qui appartenait à l'un des jardiniers. Non, tu casses la question de hiérarchie sociale. Pénétra dans le parc royal, se mit à gambader du côté où je me trouvais, guidé par son flair. Il s'en vint droit vers moi, me saisit dans sa gueule. C'est-à-dire que le chien chasse. Et là encore, ça change le contexte. Guidé par son flair, encore une phrase supprimée par notre brave abbé. Puis, courant vers son maître en remuant la queue, il me déposa fort délicatement à ses pieds. Par une grande chance, il avait été si bien dressé qu'il me porta entre ses dents sans me faire aucun mal. Pas même un accroc à mes vêtements, mais le pauvre jardinier, qui me connaissait bien, avait beaucoup d'affection pour moi, était dans tous ses états. Il me prit doucement dans ses deux mains, notation encore importante mais absente, me demanda comment je me sentais, mais j'avais le souffle si court, j'avais subi un tel choc que je ne pouvais répondre mot. Au bout de quelques instants, je repris mes esprits, il me rendit sain et sauf à Glumdalclitch, qui, revenu entre-temps à l'endroit où elle m'avait laissé, m'ayant appelé avec angoisse. C'est-à-dire que l'inquiétude, elle est là. L'inquiétude qui circule, c'est pas simplement l'inquiétude de Gulliver, c'est l'inquiétude toujours d'une société sur elle-même. C'est l'angoisse d'une société sur elle-même qui, tout d'un coup, est mise en cause. Que ce soit à Lilliput, que ce soit à Brobdinglag, par l'autre. Et le fait que l'autre est un rapport à son corps et aux éléments différents du vôtre. Avant même que ce soit la question du grand ou du petit. Sans recevoir de réponse, était horriblement inquiète de ne m'apercevoir nulle part. Elle reprocha vivement au jardinier le méfait de son chien, mais l'affaire fut étouffée. La cour n'en sut rien, car la jeune fille craignait la colère de la reine. C'est-à-dire, tout le monde risque d'être puni dans l'affaire, et je ne voyais pas ce que ma réputation eût gagné à ce que cet incident s'ébruita. Bravo, Jacques Pons. Alors ensuite, ça continue. Nouvelle aventure, ça va être, il va souffrir, Gulliver, en permanence. Chaque aventure, c'est à ses dépens. Une fois, c'était un Milan qui planait au-dessus du jardin, avait fondu sur moi. Si je n'avais alors résolument tiré mon sabre d'abordage, couru sous un espalier touffu, il m'aurait certainement emporté dans ses serres. Une autre fois, marchant sur une taupinière toute fraîche, je m'enfonçais jusqu'au cou dans le trou par où l'animal avait rejeté la terre. Il m'a fallu inventer une histoire quelconque pour expliquer l'état de mes vêtements. Un jour, je pensais me rompre le tibia contre une coquille d'escargot que j'avais heurtée par mégarde alors que je me promenais seul. Encore une fois, en rêvant à ma pauvre Angleterre. Je ne saurais dire si je me trouvais flatté ou vexé au cours de mes promenades solitaires. Attention, de voir que je n'inspirais pas la moindre frayeur. Encore la peur, et la peur dans le rapport homme-animal, aux oiseaux les plus petits. Au contraire, ils sautillaient à moins d'un yard de moi, cherchant des vers ou d'autres choses à manger, avec la même tranquille indifférence que si nulle créature ne se fût trouvée là. Je me souviens qu'une grive eut l'audace de m'enlever de la main une tranche de gâteau que Glumdalclitch venait de me donner pour mon déjeuner. Si j'essayais d'attraper un de ces oiseaux, il faisait face hardiment, cherchait à me donner des coups de bec sur les doigts que j'osais laisser à sa portée, puis il se mettait à chercher vers ou limaces, c'est-à-dire à quoi est ravalée la condition de Gulliver, à celle même de ces vers et limaces. Mais un jour, je m'armais d'un gros bâton, le lançais de toutes mes forces sur une linotte si adroitement que je l'assommais. Et là, on revient au basique. C'est-à-dire que la vengeance de Gulliver, l'oiseau, ce sera de l'estourbir et de le manger. Pas de pitié. Lui prenant le coup à deux mains, je le traînais en courant vers ma petite gouvernante, tout fier de mon exploit. Or, l'oiseau, qui n'était qu'étourdi, revint à lui, se mit à me donner sur la tête, sur le corps, des coups d'aile si vigoureux que je fus 20 fois sur le point de le lâcher. J'avais pourtant pris bien soin de le tenir à bout de bras, de me garer de ses ongles. Enfin, un domestique accourut à mon secours, tordit le cou à l'oiseau, qu'on me servit ensuite, tout rôti sur l'ordre de la reine. Autant qu'il m'en souvienne, cette linotte était sensiblement plus grosse qu'un cygne en Angleterre. Et puis là, alors là, vous chercheriez bien, le bâton, il est là, et ensuite, l'abbé Desfontaines, il rend les armes. Par contre, ce passage
Moi, je crois que c'est un de ceux parle comment l'humiliation que tu fais subir volontairement à un autre passe par l'exhibition et le corps. Et je crois que Gulliver, là, c'est pas ce souvenir d'illustration d'enfance, puisque comme Don Quichotte, en passant à l'univers de l'imagerie populaire, même le film de Méliès de 1902, là, que vous pouvez trouver sur YouTube, évidemment, cette dimension, c'est la première qui saute. Et pourtant, moi, cette question-là de la culpabilité de l'inquiétude, c'est celle par laquelle je me souvenais du livre qui m'a permis de rouvrir. Les filles d'honneur invitaient souvent Glumdalclitch dans leurs appartements, lui demandaient de m'apporter pour qu'elles aient le plaisir de me voir et de me toucher. Souvent, elles me mettaient nu comme un verre, me glissaient tout entier. Bon, Gulliver, c'est un père de famille, un chirurgien de marine qui a navigué toute sa vie. Elles me mettaient sur leur sein, ce qui me dégoûtait fort, car à dire vrai, on va passer à l'olfactif. Il s'exhalait de leur peau une odeur très âcre. Je ne dis point cela pour médire de ces excellentes dames à qui je porte tout le respect que je leur dois, tu vas voir. Mais je pense que c'est la finesse de mon odorat qui était développée en proportion de ma petitesse. Ces illustres personnes ne me semblaient pas être plus désagréables à leurs amants ou à leurs compagnes que ne le sont en Angleterre les personnes de leur rang. De toute façon, je supportais encore bien mieux leur odeur naturelle que les parfums dont elles usaient et qui me faisaient aussitôt défaillir. Et là, retour sur Lilliput, c'est-à-dire quand lui était le géant, ses sueurs, ses odeurs corporelles, et vous vous souvenez comment, à chaque fois, la question de où chier, ou déféquer. C'est quelque chose qui est en permanent, en particulier dans Lilliput. La première fois, on lui accorde un temple désaffecté parce que c'est le seul bâtiment à sa mesure. Donc c'est là qu'il va s'isoler pour chier. Et aussitôt, c'est pas qu'on lui reproche, c'est qu'une armée là de domestiques arrive avec des brouettes, des charrettes pour déménager ce truc-là. Et donc il y a l'explication qui va suivre, comment chaque matin il s'en va dans un lieu isolé, et puis que les domestiques attendent qu'il ait fini pour aller s'acquitter eux là de leur... Et que le problème, quoi faire de ces excréments? Pensez à ce qu'un brave chien, comme vous voyez partout dans la rue, en fait 80 kilos par an. Bon, on a, si vous calculez ce que ça fait à l'échelle d'un pays, comment dans les supermarchés on achète de la litière de chat, encore pas pour moi, mais souvent j'en vois passer dans les caisses. Mais Gulliver, à chaque étape, à chaque voyage, ces questions-là reviendront. Donc retour sur le fait que c'était pas les odeurs en soi, l'autre ne sent pas mauvais, mais que la différence d'échelle qui valait au préjudice des autres à Lilliput, chez les tout petits, eh bien maintenant, elle est à son préjudice, tandis qu'il est chez les géants. Je ne puis oublier qu'un de mes amis intimes à Lilliput avait pris la liberté de se plaindre, par une chaude journée où j'avais fait beaucoup d'exercices, de la forte odeur que je dégageais, encore que je sois moins sujet qu'un autre individu de mon sexe à de tels inconvénients. Mais je suppose que son odorat était aussi délié par rapport à moi que l'était le mien par rapport aux habitants de Brobdingnag. Sur ce point, je ne saurais manquer de rendre justice à la reine, ma maîtresse, et à Glumdalclitch, ma petite gouvernante. Elles étaient de leur personne aussi fraîches et saines que les personnes d'Angleterre. Ce qui me mettait très mal à l'aise avec ces filles d'honneur au cours de mes visites chez elles, c'est qu'elles ne se gênaient absolument pas devant moi, qu'elles me traitaient comme si je n'existais plus. Elles se dévêtaient entièrement ou passaient une chemise en ma présence, alors que j'étais sur leur table de toilette, juste en face de leur corps nu.
Spectacle qui, bien sûr, loin de m'induire en tentation, ne provoquait en moi d'autres réactions que l'horreur et le dégoût. Leur peau m'apparaissait si grossière, inégale, si bizarrement tachetée quand je la voyais de près, avec parfois un grain de beauté aussi large qu'une assiette et couronné de poils plus gros que des ficelles, pour ne rien dire du reste de leur anatomie. Elles n'avaient point de scrupules non plus à se soulager devant moi des liquides qu'elles avaient bu, c'est-à-dire d'au moins la valeur de 2 barriques dans des récipients qui jaugeaient 3 tonneaux. La plus jolie des filles d'honneur, une plaisante luronne de 16 ans, s'amusait parfois à me mettre à cheval sur la pointe de son sein, nipples, ou à d'autres petits jeux que le lecteur voudra bien me pardonner de passer sous silence, mais qui me déplaisaient affreusement. Je suppliais Gollum Dalclitch, qui, elle, n'a que 9 ans, de trouver quelque prétexte pour cesser toute relation avec cette demoiselle. Et on revient aussitôt aux rouages les plus centraux de la vie civile. Encore un passage que l'abbé Desfontaines n'avait pas jugé utile de conserver. Je vis un jour arriver un jeune homme, le neveu de la gouvernante de Glumdalclitch, qui les invita chaleureusement toutes les deux à venir assister à une exécution. Bon, il suffit de lire même Alexandre Dumas et pour savoir comment, là, le spectacle d'une exécution, D'Artagnan, c'est loue les fenêtres de cet hôtel dont il est propriétaire pour que les braves gens viennent voir du premier étage les exécutions. Le condamné avait assassiné un des meilleurs amis de ce monsieur. Glumdalclitch n'était guère enthousiaste pour se joindre à eux, car elle avait le cœur fort tendre. Quant à moi, si odieux que fussent de tels spectacles, je fus entraîné par ma curiosité à aller voir une scène que je pressentais extraordinaire. Le criminel était attaché à un siège sur l'échafaud dressé à cette occasion, et on lui coupa la tête d'un seul coup avec une épée longue de 40 pieds. Le jet de sang qui jaillit alors des veines des artères dépassa en volume et en hauteur tout le temps qu'il dura le grand jet d'eau de Versailles, et la tête ébranla si fort l'échafaud en tombant que j'en tressaillis de frayeur, quoique je fusse à demi-mille de là. Juste ensuite, dans les autres aventures. Mais le plus grand péril que je courus dans ce royaume me vint d'un singe qui appartenait à un garçon de cuisine. Glumdalclitch m'avait enfermé dans son cabinet car il devait sortir faire une course ou une visite. Comme il faisait très chaud, la fenêtre du cabinet était restée ouverte, ainsi que les fenêtres et les portes de ma grande boîte, qui était celle où je me tenais le plus souvent et ayant plus de place et de confort. Je me trouvais donc assis à mon bureau, m'y livrant dans le calme à mes pensées. C'est à qui imagine, c'est Swift qui imagine Gulliver, ou c'est Gulliver qui imagine déjà Swift en train de l'écrire. Cette ambivalence, elle est essentielle comme rouage de ce qui nous appelle, nous, lecteurs, dans ces histoires. Quand j'entendis quelque chose bondir par la fenêtre du cabinet, sautiller à travers toute la pièce, quoique fort alarmé, j'eus le courage de regarder dehors, mais sans bouger de ma place. Je vis alors l'animal capricieux, folâtré, gambadé de tous côtés. Il arriva enfin près de ma boîte, qu'il parut examiner avec plaisir et curiosité, mettant l'œil contre les trous de la porte et des fenêtres. Je me reculai dans le coin le plus éloigné de la chambre, mais le singe, qui se montrait à toutes les ouvertures, me causa une telle frayeur que je n'eus pas la présence d'esprit de me cacher sous le lit, ce qu'il m'aurait été facile de faire. Il resta un bon moment, furetant, grimaçant, jacassant, puis il m'aperçut, passa une patte par la porte, comme un chat qui joue avec une souris. J'eus beau tourner en rond pour l'éviter, il finit par m'attraper par les pans de mon habit, qui était fait de la soie de ce pays, et était épais et très solide, et par me tirer dehors. Il me prit dans sa patte droite, en un geste de nourrice qui allait un nouveau-né. Ainsi que j'ai vu souvent en Europe des singes tenir des bébés chats. Comme je tentais de me débattre, il me serra si fort que je jugeais plus prudent de me tenir quoi. J'ai quelques raisons de croire qu'il me prit pour un petit de sa race, car il n'arrêtait pas de me caresser très tendrement le visage avec son autre patte.
Il s'arrêta net en entendant du bruit dans la porte de la salle. On eût dit que quelqu'un s'apprêtait à l'ouvrir. Il bondit donc, sans plus attendre, sur la fenêtre par laquelle il était entré. De là, il gagna les larmiers et les gouttières, courant sur 3 pattes et me tenant toujours dans la 4e jusqu'à se trouver sur un toit voisin d'une autre. J'entendis le cri de Glumdalclitch tandis qu'elle m'emportait. La pauvre enfant était presque folle d'émotion et tout le quartier du palais fut bientôt en effervescence. Les domestiques couraient chercher des échelles. Des centaines de gens résidant à la cour virent le singe assis sur le faîte du bâtiment, me tenant sur son avant-bras comme un bébé, de l'autre me donnant la becquée, me fourrant dans la bouche des aliments qu'il tirait de l'une de ses bajoux et me donnant de petites tapes quand je ne voulais pas manger. Rares furent dans la foule en bas ceux qui purent s'empêcher de rire, et je ne pense pas qu'on puisse les en blâmer, car sans aucun doute la scène était comique pour tout autre que moi. Quelques-uns se mirent à lancer des pierres dans l'espoir de faire descendre le singe, mais on le leur interdit formellement, sans quoi ils m'eussent très probablement fracassé le crâne. Les échelles étant maintenant en place, plusieurs hommes y montèrent. Le singe s'en aperçut, comme il se voyait presque cerné, incapable avec 3 pattes de se sauver assez vite, il me lâcha sur une tuile faîtière et décampa. Je restai assis là, quelque temps, à 500 yards du sol, craignant à chaque instant de perdre l'équilibre, emporté par le vent au prix de vertige, et de rouler depuis le faîte jusqu'au bord du toit. Mais un brave garçon, un des laquais de ma gouvernante, grimpa jusqu'à moi, me mit dans la poche de sa culotte, me redescendit, sain et sauf. J'étais presque étouffé par les matières infectes que le singe m'avait fourrées dans le gosier, mais ma chère petite Glumdalclitch les retira de ma bouche avec une petite aiguille et je pus vomir, ce qui me fit grand bien. Cependant, j'étais si faible, si meurtri par l'étreinte de cette horrible bête que je dus garder le lit 15 jours. Le roi et la reine, toute la cour, firent prendre chaque jour des nouvelles de ma santé. Et sa majesté la reine me fit plusieurs visites pendant ma maladie. On fit abattre le singe, ça rigole pas, et publier une ordonnance qui interdisait à l'avenir d'élever dans l'enceinte du palais tout animal de cette espèce. Fin. Gulliver chez les géants, chapitre 5. Infini.